Pourquoi sortir vos mémoires maintenant, alors que cela vous démange depuis 2011? Un homme pour lequel j'ai véritablement la plus grande admiration et la plus grande affection. Omar Bongo Ondimba, en 2009, m'avait dit, maman Edith s'éteignant peu à peu, la douleur étant très grande, et lui aussi étant malade, ce que ses proches savaient, il m'a dit, fiston, tu as vu combien j'ai été plus ou moins ignoré par la droite, et tu sais, toi, mieux que personne, tout ce que j'ai fait pour la droite française depuis Pompidou. Tu as été aux côtés de Jacques Foccart. Avant, je travaillais avec Jacques Foccart, et après, tu as pris le relais. Tu sais tout ce que j'ai fait. Et le moment venu, je te demande une chose, sois ma mémoire. Ce type de financement que vous décrivez, on parle de plusieurs millions d'euros en espèces, et depuis l'étranger, est évidemment interdit par la loi. Vous n'avez jamais été inquiété? Je n'ai jamais été inquiété pour la simple et unique raison, Marouane, que jamais je n'étais au premier rang. Comment cela se passait? Vous êtes un homme qui connaît parfaitement, aussi bien, voire mieux que moi, les arcanes de la politique franco-africaine. M. Chirac me faisait venir à la mairie de Paris, du temps où j'étais professeur à la faculté de droit d'Abidjan entre 81 et 86. Il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où il était à Matignon, et il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où, ayant quitté Matignon, il était redevenu simplement maire de Paris. Et soit avec M. Foccart, soit seul, il me faisait comprendre qu'il avait besoin de l'aide d'Omar, de Denis, de Blaise, pour soutenir son action politique. J'allais voir ces chefs d'État, je discutais avec eux, je leur apprenais rien, c'était dans le mécanisme habituel. Ils venaient, soit on me contactait à la fac chez moi à Abidjan, soit on venait me voir à la maison à Paris. Je prenais rendez-vous avec telle ou telle personnalité, l'émissaire arrivait, dans la voiture diplomatique, CMD, 43 par exemple pour le Gabon, et nous partions à la mairie de Paris, à Matignon ou à l'Élysée. Et le messager que j'introduisais était porteur. Moi, je ne faisais rien, je ne faisais qu'exécuter les ordres du maire de Paris, du président du RPR, du président de la République, je ne faisais rien. J'accompagnais, on rentrait dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, l'émissaire remettait ce qu'on lui avait chargé de remettre, il se retirait, après 2 ou 3 mots de conversation, il s'en allait et le débriefing commençait entre M. Chirac, Villepin et moi-même. Ou bien quand ça se passait au Quai d'Orsay, à Beauvau ou à Matignon, entre Dominique de Villepin et moi-même. Lorsque l'immense Jacques Foccart s'en est allé, en mars 97, comme vous le savez, Jacques Foccart, au cimetière de Luzarches, me dit « Retrouvons-nous ce soir chez Dominique de Villepin », avec lequel, depuis 1995, je correspondais, avec lequel je parlais au téléphone, auquel j'envoyais des notes, mais que je n'avais jamais vu. Et nous nous retrouvons chez Villepin le soir. Bonjour Bourgie, bonjour Monsieur de Villepin, et tout, et tout. Arrive Jacques Chirac, encore très ému, moi dévasté. Je n'ai pas pu retenir mes larmes dans le bureau de Villepin, quand il s'est mis à parler de Foccart, de ses années ensemble. Et il m'a dit, Robert, cette maison est la vôtre. C'est-à-dire que le réceptacle, c'était le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Il se trouve que c'était de Villepin. Ensuite, au Quai d'Orsay. Toujours la parole de Jacques Chirac. Et moi, je n'ai jamais été inquiété. Je n'ai jamais porté ne serait-ce qu'un sou. On a du mal à croire que tant de personnalités de droite aient profité des largesses de Bongo, Sassou, Wade ou d'autres, sauf Nicolas Sarkozy, dont on sait que c'est votre ami, ce que vous dites dans vos mémoires. C'est mon ami, et je vais vous répondre très franchement, en mon âme et conscience. En septembre 2005, j'ai eu une grosse engueulade avec Villepin dans le pavillon de musique.
Il m'avait demandé de passer, et pour la première fois, il me recevait au pavillon de musique. Il est arrivé 15 minutes après, en jogging, suant. Je lui ai dit, mais ce n'est pas une manière de me recevoir, Dominique. Il me dit, je viens de faire mon jogging. Et tout de suite, il me dit, les juges sont sur toutes les affaires de la France-Afrique. Ça sent le soufre, l'argent de Bongo, de Sassou, ça sent mauvais. Il faudrait qu'on arrête de se voir. Et le Méditerranéen que je suis a immédiatement explosé. Je lui ai dit, seulement l'argent que vous avez eu depuis tant et tant d'années, lui ne sentait pas mauvais. Bon, puisque c'est ça, je m'en vais. Je me suis levé, Marouane. Et le tempérament, enfin, beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas trop me chercher. Je suis sorti dans le parc, je me suis dirigé vers la rue de Babylone. Il m'a couru après, je lui ai dit, vous m'emmerdez, Dominique. Vous m'emmerdez. 2 jours après, je recevais un coup de fil du secrétariat de Nicolas Sarkozy à Beauvau, me fixant le rendez-vous. J'ai vu Nicolas. Ah, les Chiraciens te traitent comme ils ont traité. Ils se servent de toi, ils te jettent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il me dit, écoute-moi bien, tu es le bienvenu ici, c'est la maison, je te connais depuis tant et tant d'années, tu es un homme de fidélité, je sais tout ce que tu as fait pour le patron, au RPR et tout, mais moi, Robert, j'ai une chose à te dire, je ne veux pas un sou. Je ne veux pas un sou. Était présent Claude Guéant, dont j'ai fait la connaissance, et à ce moment-là arrive Cécilia, et elle a assisté tout le monde a assisté à l'entretien. À la fin de l'entretien, Sarkozy m'accompagne jusqu'au parking. Il me dit, c'est bien retenu, Robert, pas un sou. Et j'ai une chose à te dire. J'ai un conseiller Afrique qui s'appelle David Martinon, qui est un homme de fidélité aussi, mais meilleur connaisseur de l'Afrique que toi, il n'y a pas. Je serais tellement ravi de pouvoir bénéficier de tes notes et tout, mais ici, c'est ta maison. Quels sont les chefs d'État africains qui vous ont le plus marqué par leur leadership, leur intelligence? Il est difficile de ne pas dire Houphouët-Boigny, que j'ai vu une dizaine de fois. C'est un homme auquel le général de Gaulle, si avare en compliments, avait rendu cet hommage, cerveau politique de premier ordre. Et quand on était en face d'Houphouët, je vous assure, on se sentait tout petit. Et il avait une manière de parler, il vous susurrait à l'oreille. Il fallait être très attentif à ce qu'il disait. Mais tout ce qu'il disait était marqué du sceau de la vérité. Mais celui qui, véritablement, du fait que j'ai été très très proche de lui, je ne pense pas qu'il puisse être, que quelqu'un puisse dire qu'il était plus proche que moi de lui, c'est Omar Bongo Ondimba. Il avait une connaissance de la vie politique française et africaine remarquable. Il avait une autorité naturelle. Il avait cette faconde, ce sens de la... comment vous dire? Des mots, et il plaisantait et tout. Et surtout, il avait un carnet de relations, pas simplement africain, pas simplement français, mais mondial. Mondial. Bongo m'a beaucoup marqué. Et il y en a un qui se détache. De tous, c'était Abdou Diouf. Abdou Diouf était un mélange d'anglo-saxons, de français et d'africains. Comment vous dire, je vais résumer tout cela. La classe absolue. La classe, une connaissance des dossiers, un verbe étincelant, précis, concis, et il travaillait. Et au contraire, celui ou ceux que vous appréciez le moins? Franchement, il n'y en a pas. Chacun avait ses qualités, ses défauts. Il n'y en avait pas. Il y avait ceux avec lesquels on plaisantait. Il y en a un qui m'impressionnait. Vraiment, que je respectais, que j'affectionnais, mais avec lequel, mais qui marquait une certaine distance, c'est le général Eyadema. Il était chaleureux, mais on n'allait pas lui taper sur le ventre. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous expliquez justement dans vos mémoires n'avoir jamais été rémunéré par l'État ou les politiques français pour lesquels vous travaillez pourtant, mais par vos clients africains. Pour quelle raison? Je n'ai jamais reçu un sou de l'État français, sauf quand j'étais conseiller politique du ministre de la Coopération
entre 86 et 88, sous la première cohabitation. Autrement, je n'ai jamais reçu un sou de l'État français. Quelle analyse faites-vous du putsch mené par Brice Clotaire-Oligui le 30 août 2023 et que pensez-vous de la transition qu'il mène depuis? Je n'ai pas été surpris par le putsch, mais je n'aurais pas juré ma vie ou autre pour dire que ça serait Brice. Pas Brice. Brice était, comment vous dire, le petit frère d'Ali dans la cosmogonie du milieu bantou auquel ils appartenaient. Et le coup est venu de lui. Mais je savais que ce régime despotique d'Ali, diminué bien entendu, et mené par sa femme et son fils, ne pouvait pas durer. Je le savais. Ça m'a surpris que ce soit Brice. Mais j'ai une chose à vous dire. Quelque temps avant le putsch, je reçois d'un ami gabonais, proche du milieu de la présidence, une photo où l'on voit le couple présidentiel le jour de l'indépendance sur le tapis rouge, avançant, et à côté, Brice Oligui Nguema, 2 étoiles, patron de la garde présidentielle. Que faisait-il? Il portait le sac de madame. Mais la photo, je peux vous l'envoyer dès ce soir. Hallucinant. Je vais voir Nicolas. Je lui dis, Nicolas, il va se passer quelque chose au Gabon. Il me dit, tu crois? Et je lui montre la photo. Le président Sarkozy fait ça. Il me dit, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai une chose à vous dire. Ce putsch est le bienvenu. Tous les Gabonais l'ont réclamé. Tout le monde l'a réclamé. Et ma foi, je trouve que son parcours, jusqu'à maintenant, est bon. Y aura-t-il une élection présidentielle? C'est ce que l'on dit. Mais j'ai un vœu à formuler, puisque vous me posez la question. Je souhaiterais qu'il en soit, qu'il soit candidat à cette présidentielle, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps. Vous avez été proche de Wade, père et fils, puis de Macky Sall. Comment avez-vous vécu la victoire, dès le premier tour, de Bassirou Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle? Au mois de juin 2023, comme vous le savez, je l'ai assez dit, Macky Sall me fait venir au palais. Il me dit, je vais te dire ce que seule ma famille sait. Je lui dis, quoi, Macky? Il me dit, je ne serai pas candidat à un 3e mandat. Je ne vois pas pourquoi d'autres chefs d'État sont candidats. Il me dit, non, je vais laisser la place aux jeunes. J'ai assez travaillé. Il est temps que je voyage. Le lendemain, je l'avais dit à Nicolas. Et Nicolas Sarkozy a dit, effectivement, il a raison de s'en aller. Les raisons sont valables, louables. Ensuite, s'est posé la question du candidat. Je lui ai dit, tu sais, tu n'as pas un grand monde pour être le candidat. Ça doit être Amadouba. D'autres personnes, sans doute autour de lui ont conseillé le même choix. Nombreux étaient ceux qui voulaient la défaite d'Amadouba. La défaite. Et je le sais. Je l'ai dit à Macky. Je lui ai dit, Macky, vous allez droit au désastre. Il me dit non. Je lui ai dit non. Il faudrait que tu mettes en garde les gens, parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis tous. Les semaines passent, je voyais que Amadouba avait du mal à convaincre l'entourage présidentiel. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et en quelques semaines, Macky Sall a pris la décision, souverainement, de décrisper, je dis bien décrisper, l'ambiance, la situation au Sénégal. Les gens l'ont considéré comme une trahison. Le coup de poignard porté à Amadouba. Non. Le président était habité par la volonté de resserrer le tissu social au Sénégal. Et il avait décidé de libérer Ousmane et Diomaye. Et c'est ce qui a été fait. Et la victoire ne m'a absolument pas étonné. Mali, Burkina, Niger, Gabon, vous attendiez-vous à la multiplication récente de coups d'État, en Afrique francophone en particulier?
Oui, tous ces coups d'État ne m'ont pas étonné. Parce que le monde change, Marouane. Le monde change. Je suis un gaulo-gaulien, moi. Il y a une phrase dans la doctrine du général, c'est de s'adapter au mouvement général du monde. Et les chefs d'État africains ne se sont pas adaptés au mouvement général du monde. Comme nous autres, en France, nous ne nous sommes pas adaptés au mouvement général du monde. C'est pour cela que je dis haut et fort que c'est la fin, en France, d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Il faut tourner le dos à la France-Afrique, aux axiomes qui ont guidé notre politique. Et les pouvoirs civils en Afrique de l'Ouest n'ont pas suivi le mouvement. Et qui d'autre que les militaires pouvait faire le changement dans ces pays? Ma foi, pourquoi leur jeter la pierre à ces régimes militaires? Ils réussissent tant bien que mal. Ils ne supportent plus les donneurs de leçons, ils ne supportent plus l'arrogance. Mais enfin, où sont les intermédiaires? Où sont les relais? Où sont-ils? Il n'y en a plus. Il n'y a plus en France un gars capable de dire « je vais aller voir le militaire qui gouverne la Guinée ». Il n'y a plus un militaire, une personnalité politique française capable de se lever et de dire « je vais aller discuter avec le Malien ». Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi est-ce qu'un Robert Bourgi, pardonnez-moi de parler de moi, et je suis en droit de parler de moi. Moi, je pars de Dakar à Kinshasa, je fais tous les relais, militaires ou pas, on m'ouvre la porte. J'ai faim, on me donne à manger. J'ai soif, on me donne à boire. Vos détracteurs vous reprochent d'être un opportuniste, un intrigant, un affabulateur, plus intéressé par l'argent que par les idéaux politiques. Que leur répondez-vous? Je leur dis ceci. D'aller voir mon casier judiciaire. Qu'ils trouvent simplement une garde à vue, une perquisition, un passage chez un juge d'instruction. Il y a un trait de caractère qui est assez marquant dans vos mémoires, et pour ceux qui vous connaissent. Vous êtes assez susceptible. Vous snobez ou vous tenir à bout de gaffes vaut parfois des représailles massives de votre part. François Fillon, Dov Zera, Ali Bongo peuvent en témoigner. J'ai aimé François Fillon. J'ai aimé de manière noble François Fillon, que j'ai fréquenté et côtoyé pendant 40 ans. Il est ce qu'il est, mais moi je suis fait de chair et de sang. Et je ne pardonne pas l'ingratitude. J'ai été aux côtés de François Fillon toutes les semaines, tous les jours. Là où il était, j'étais présent. Je ne lui ai jamais demandé un service. J'ai toujours été proche de lui. Et du jour où il a été candidat de la droite à la présidentielle, il a oublié le numéro de Bourgi, il a oublié mon cabinet, il a oublié 40 années. Et je lui ai envoyé message sur message, Marouane. Message sur message auquel il répondait immédiatement. Pas de réponse. 1 mois, 2 mois. Et ça commençait à monter en moi. La suite, tout le monde la connaît. Ali Bongo. Même les Martiens, s'il y en a, savent que sans Sarkozy, et sans Bourgi, et sans Guéant, il n'aurait pas été au pouvoir en 2009. C'est tout. Et Ali a été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et je voudrais quand même, puisque j'ai la chance d'être en face de vous, rappeler une conversation que nous avons eue sous l'autorité de Papa Omar, à l'époque au 5e étage. Il y avait Papa Omar, Pascaline, son totem, Ali et moi. Et il avait dit, voilà les enfants, Robert, c'est votre aîné. C'est le chef de la fratrie. Ne l'oubliez jamais. Et
s'il suit cet entretien, Ali s'en souviendra. Si tant est qu'il ait encore la faculté de comprendre quelque chose. La France-Afrique a quand même de bons côtés. Monsieur Zéphirin Diabré. C'est vous qui transportez les valises d'argent de Blaise Compaoré, de l'argent qui a été volé à son peuple. Dites-moi, c'est quand nous ne même sommes pas là extraordinaire. pour parler d'événements qui n'étaient pas prévus au débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faudrait que ce débat reste un débat intelligent. Et pas agressif. S'il vous plaît. Je n'ai jamais porté de mallette d'argent. Les journalistes ont brodé. J'ai accompagné des émissaires. C'est tout. Je n'ai jamais porté de valise. S'il vous plaît.